Si vous visez la liberté financière avec l'investissement immobilier, eh bien, vous allez certainement vous orienter vers le cash flow. Vous allez chercher à générer le plus de cash flow possible pour que ça vienne remplacer votre revenu principal et que vous puissiez ensuite vivre sur vos revenus immobiliers. Ça, c'est une excellente chose, mais il y a un piège qu'il faut éviter absolument et c'est ce que je vous propose que l'on voit ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda. Je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, alors je ne vais pas me faire que des amis, c'est clair, mais on va parler du cash flow et on va plus précisément parler de quelque chose qui m'énerve un petit peu en ce moment. Ce sont les pièges et les mensonges qui circulent autour du cash flow. Tout d'abord, avant de vous parler de ça, je vais quand même vous rappeler ce qu'est le cash flow parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est, et au moins, ça mettra tout le monde à égalité. Le cash flow, c'est tout simplement, en fait, la différence entre les rentrées d'argent que vous avez, donc les loyers, et puis toutes les charges, toutes les sorties que vous allez avoir en face pour faire fonctionner correctement votre investissement. Dans un monde idéal, le cash flow doit avoir un résultat positif. On va appeler ça un excédent ou bien un bénéfice. Donc l'idée, c'est que vous ayez plus de rentrées locatives que vous n'avez de charges. C'est ce qui va vous permettre de dégager ce bénéfice tous les mois. Et si vous multipliez les opérations ou si vous vous orientez vers des modes d'exploitation qui génèrent plus de revenus locatifs, vous allez, au bout d'un moment, avoir suffisamment de cash flow pour que ça vous permette de remplacer, par exemple, votre salaire, votre source de revenus principale. Alors, le problème, ce qui me dérange un peu, c'est que dans le monde du cash flow, comme pour le monde de la rentabilité, il y a le brut, il y a le net, il y a le net-net. Même s'il n'y a pas de définition officielle en ce qui concerne le cash flow, moi j'aime bien dire qu'il y a ces trois niveaux de cash flow. Et la majorité des choses que j'entends ou que je vois passer au sujet du cash flow, c'est ce que moi j'appelle du brut. C'est-à-dire, j'entends beaucoup de gens me dire, tiens, j'ai 700 € de loyer et 500 € de crédit, donc j'ai 200 € de cash flow. Et si je multiplie, si je refais 5 fois une opération similaire, 200 x 5, je vais avoir 1000 € de cash flow, donc c'est cool, j'aurai 1000 € de complément de revenu. Le problème avec ça, c'est que c'est pas tout à fait exact, c'est un peu incomplet, parce que ça ne prend pas en compte toutes les charges que vous allez devoir supporter en face pour faire fonctionner votre investissement. Et il y a tout un tas de charges qui vont être variables en fait, ça dépend vraiment du type d'investissement que vous avez. Ça va dépendre du statut sous lequel vous allez investir, ça va dépendre du mode d'exploitation que vous allez faire principalement. Par exemple, il y a des charges qui sont communes à tous les investissements comme une taxe foncière ou une assurance propriétaire non occupant. Par contre, si vous faites de la location meublée, vous allez être redevable d'une CFE, vous allez être redevable d'un expert comptable certainement si vous faites du régime réel, peut-être d'un centre de gestion agréé. Autre exemple, si vous investissez en copropriété, vous allez avoir des charges de copro à payer tous les mois, que vous n'aurez pas si vous investissez dans une maison ou dans un immeuble de rapport, par exemple. Des frais d'état des lieux ou de gestion locative si vous faites gérer vos biens par une agence. Vous allez avoir des factures d'énergie à votre nom, par exemple si vous faites de la location courte durée, etc., etc. Donc toutes ces choses sont des charges qu'il faut prendre en compte puisque vous allez devoir les décaisser à un moment. Et il y a autre chose qui est plus vicieux, parce que ça, c'est pas quelque chose que vous allez sortir tous les mois, mais qui existe quand même et que vous allez devoir payer à un moment ou à un autre, c'est la vétusté de votre appartement ou de vos logements en tout cas. C'est-à-dire que votre appartement, votre investissement locatif, au fil du temps, il va s'user parce que vous allez avoir des locataires sur place. Donc, il va falloir l'entretenir régulièrement. Il va y avoir des petites réparations à faire, il va y avoir des petits travaux tout au long de la durée de vie de votre investissement. Et puis, il est possible qu'il y ait ponctuellement des gros travaux. Une toiture, refaire une salle de bain, faire un ravalement, peu importe, on peut tout imaginer, mais ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible. Et donc, ça, c'est systématiquement oublié par la plupart des investisseurs parce que c'est pas une dépense que vous allez réellement effectuer tous les mois. Par contre, quand ça tombe, ça peut faire mal. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'ouvrir un compte sur lequel vous allez faire une provision régulièrement. Alors, le rythme de croisière que je recommande, c'est 30% des cash flows tous les mois pour faire cette trésorerie. Et si vous avez la possibilité de faire un différé de remboursement en début d'investissement, c'est génial parce que si vous avez 2 ans de différé, vous mettez tout le surplus sur un compte pour justement faire ces travaux d'entretien. Surtout, ne faites pas l'erreur de vivre dessus ou de vous en servir. L'idée, c'est vraiment de vous créer une trésorerie pour faire face à ces imprévus par la suite. Et ensuite, sur la première année, voire les 2 premières années d'exploitation, en tout cas, tant que vous n'avez pas besoin du cash flow, je vous encourage à en mettre le plus possible, au moins 50%.
Et après, sur un rythme de croisière, donc 30%. Donc ça, c'est autre chose. Et enfin, il y a le cash flow net, c'est-à-dire une fois que vous allez déduire les impôts. Et ça, les impôts, ça dépend vraiment du statut sous lequel vous allez investir, du mode d'exploitation, etc. En tout cas, il faut absolument prendre toutes ces dépenses en compte. C'est important parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation qui est un petit peu problématique, où vous allez vous retrouver avec des dépenses qui n'étaient pas prévues, et ça peut vous mettre clairement un peu dans la merde financièrement, on va le dire cash. Voilà. Et ce serait dommage parce que l'investissement immobilier, c'est une très belle aventure, ça vous permet vraiment de faire des belles choses, vous pouvez vraiment créer votre liberté avec l'immobilier, mais encore faut-il le faire correctement. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que si vous avez vraiment envie de ne pas vous tromper, de ne pas oublier de choses dans le calcul de votre cash flow, de votre rentabilité, si vous voulez vraiment prendre en compte tous les éléments, eh bien, je vous invite à jeter un coup d'œil à mon outil qui s'appelle le détecteur de bonnes affaires. Je l'ai créé exclusivement pour ça. Donc, c'est un outil que j'utilise moi-même pour tous mes investissements. Et en fait, c'est un outil dans lequel vous allez mettre, donc ça se présente sous la forme d'un tableur type Excel, un outil dans lequel vous allez mettre toutes les données chiffrées de votre investissement, le prix d'achat, le montant des travaux, les frais de notaire, ça va prendre en compte toutes les charges, ça va prendre en compte le prêt que vous allez faire pour cet investissement, ça va prendre en compte la fiscalité, ça va vraiment tout prendre en compte pour vous dire avec précision quel est le cash flow qu'il vous restera à la fin tous les mois, et ça vous permettra comme ça de savoir où vous mettez les pieds avec votre investissement immobilier. Donc je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusque-là. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.